Bienvenue au webinaire Corporate Footprint Calculator de l'Office fédéral de l'énergie et de l'Office fédéral de l'environnement. Nous allons aujourd'hui vous présenter le nouvel outil, notamment ses fonctionnalités et actualisations. Quelques mots sur le déroulement. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne ultérieurement sur notre site web itinero.info. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat et nous les collecterons et y répondrons après les présentations. Aujourd'hui, dans ce webinaire, c'est moi, Félix, le chef de l'examen des demandes de subventions chez Itinero, et puis Paul Anderek de l'Office fédéral d'énergie qui est responsable de la mise en œuvre de l'article 5 de LCI, et aussi Marine Manche de l'Office fédéral de l'environnement qui est aussi responsable pour la mise en œuvre de l'article 5 de LCI. Et puis aussi Lucien Schreiber, qui est de EBP Schweiz AG, qui a été chargé du développement de l'outil. Maintenant, je passe la parole à Paul Anderek. Merci Félix. Bonjour à tous de ma part aussi. Voici donc le programme pour les 30 prochaines minutes. Donc, après cette brève introduction, je vais vous présenter rapidement le contexte du développement de l'outil. Et ensuite, je passerai la parole à ma collègue Marine Manche qui présentera les changements importants et les fonctionnalités ainsi que la documentation. Ensuite, de quoi on devrait avoir suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Donc, le contexte du développement de cet outil, c'est vraiment d'avoir à un endroit les données de référence pour faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le cadre d'une feuille de route selon l'article 5 de la loi sur le climat et l'innovation. Donc, ces données de base, c'est essentiellement la base de données des facteurs d'émission de l'OFEV. Évidemment, conformément à la directive sur l'article 5, cet outil doit permettre d'intégrer les recommandations du GHG protocole au plus près en tenant compte des spécificités suisses, notamment en matière de régulation. L'outil a été renommé parce que les nouveaux développements qui ont été faits récemment sont assez importants, notamment au niveau de la présentation et des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées. Donc, il s'appelle maintenant le Corporate Footprint Calculator et il remplace celui qui était connu jusqu'à présent comme le Scope Emissions Tool. Donc, il y a plusieurs utilisations possibles pour ce tool. Comme je disais, notre focus primaire, c'est vraiment la réalisation de feuilles de route dans le cadre de l'article 5 de la LCL. J'étais un peu perturbée parce qu'on croit souvent que c'est la LCI, mais en fait, c'est la LCL. Donc, à destination des petites entreprises, des PME, des consultants, il y a effectivement toute la réalisation du bilan, le calcul des émissions pour l'entreprise. Pour les plus grandes entreprises, la fonction du tool peut être simplement d'utiliser les données et les calculs pour les importer dans une autre application ou dans d'autres calculs. C'est aussi possible pour les développeurs d'outils. Donc, tout l'outil est utilisable par tous et peut être développé plus pour des utilisations spécifiques. Et enfin, il peut aussi servir au calcul des émissions des organismes publics, des administrations notamment. Et là, bien sûr, il faut prendre en compte la régulation qui s'applique pour eux. J'ai peut-être un peu anticipé donc, sur le fait que l'outil remplace le Scope Emissions Tool. Peut-être qu'avant que Marine vous parle des fonctions et des choses qui ont été actualisées et modifiées dans ce nouveau tool,
Peut-être qu'on peut dire quelques mots sur ce qui reste actuel. Donc, les données de référence en arrière-plan, ce sont toujours les données de l'OFEV, principalement la base de données BAFO 2025. La conformité avec le GHG protocole est toujours le premier but. Par contre, dans cette version-là, on va encore plus loin en fait dans l'application de ce GHG protocole pour les bilans en Suisse. Et la méthodologie pour la répartition des émissions d'électricité et de la chaleur reste bien sûr la même. L'outil sera toujours ou encore plutôt actualisé. Donc ça concerne les éventuelles actualisations et mises à jour régulières des données de base. Ça concerne aussi l'actualisation des standards. Ça peut être par exemple l'actualisation du GHG protocole puisque c'est a priori prévu, la correction de bugs, l'ajout de nouvelles fonctionnalités. L'idée, c'est de ne pas faire des nouvelles versions trop souvent, mais pour les nouvelles versions importantes, pour les mises à jour importantes, elles seront signalées dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Donc, la newsletter article 5 à 7 LCL. Vous trouverez dans le chat les informations nécessaires pour vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous voulez, avec une version donnée du tool, savoir qu'est-ce qui change par rapport à la précédente, vous pouvez toujours consulter le fichier des modifications qui est en ligne sur notre site. Si vous avez des feedbacks, des questions, des commentaires, que ce soit sur le tool ou sur la base de données elle-même, vous pouvez les envoyer par mail à lca@bafou.admin.ch. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet et je passe la parole à ma collègue Marine Manche. Merci Paul. Donc normalement, vous voyez tous mon écran. Je vais vous présenter plus en détail le contenu de l'outil et nous ferons aussi une démonstration. Donc, pour les données qui sont présentes dans l'outil, la plupart des facteurs d'émission qui sont utilisés, ils proviennent de la base de données d'éco-inventaire de l'administration fédérale BAFU 2025 que nous avons publiée en décembre 2025 et qui est en libre accès sur le site que vous voyez ici, donc OpenLC et Nexus. Les données de l'ancien Scope Emissions Tool, elles reposaient sur une version antérieure de cette base de données BAFU. Mais l'année dernière, nous avons fait plusieurs mises à jour sur cette base de données qui ont eu un effet plus ou moins grand sur les facteurs d'émission. Donc à droite, vous pouvez voir une mise à jour dans le domaine des transports qui a eu un effet très modéré sur les impacts globaux de la base de données. Une mise à jour des datasets de production d'électricité à partir de l'éolien et du gaz naturel qui ont modifié un petit peu les facteurs d'impact, la plupart des facteurs d'impact dans la base de données. Puis une mise à jour des mix électriques européens qui, elle, a eu un fort impact sur les résultats que l'on obtenait dans les datasets de notre base de données au global. Et enfin, une mise à jour des datasets plastiques que nous avons fait et qui a eu un impact très limité sur les scores finaux d'impact. Donc, je vais vous présenter un petit peu les documents que nous publions en plus, avec le Corporate Footprint Calculator. Tous les documents sont disponibles sur le site d'Itinero. Vous pouvez accéder, il y a une rubrique Corporate Footprint Calculator avec tous les liens qui sont présentés ici. Donc, le premier, c'est effectivement un fichier Excel qui est un seul fichier dans lequel les 3 langues sont disponibles, qui permet de faire donc ce bilan de gaz à effet de serre et aussi des autres impacts environnementaux. Les autres documentations disponibles, c'est donc un manuel d'utilisation qui contient des explications, des précisions et des conseils pratiques pour compléter l'outil Corporate Footprint Calculator. Ce manuel, il est actuellement en allemand. Il y a un rapport méthodologique qui permet de renseigner les calculs et les hypothèses qui ont été prises et l'implémentation qui a été faite du GHG protocole dans l'outil par transparence.
Il y a un manuel du développeur qui permet de savoir comment modifier l'outil si jamais on souhaite se l'approprier, modifier les données de fond ou bien modifier le périmètre de l'outil. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, il n'y a rien qui est bloqué par un code dans l'outil, tout est accessible et modifiable comme vous le souhaitez. Il y a un document qui permet de transférer les données depuis le bilan Scope Emissions Tool vers le Corporate Footprint Calculator et qui décrit les choses qui peuvent être prises et les choses qui vont être manquantes dans la saisie des données du Corporate Footprint Calculator à partir du Scope Emissions Tool. Et enfin, il y a un dernier fichier Excel en anglais qui s'appelle Energy Splits et qui montre les calculs qui ont été réalisés pour extraire les données de la base de données BAFU 2025 et séparer les émissions directes qui sont relatives au scope 1 et 2 et les émissions indirectes relatives au scope 3 pour les secteurs de l'énergie et de la mobilité. Cet outil, il contient également des facteurs de conversion qui peuvent aussi être accédés dans l'outil, mais qui sont plus mis en avant dans la feuille Energy Splits. Donc maintenant, si on parle des fonctionnalités et des améliorations de l'outil, donc comme principale amélioration, il y a la mise à jour des données de fond. Donc la nouvelle base de données BAFU 2025 a été implémentée dans l'outil, ainsi qu'une étude de l'impact environnemental de la Suisse qui a permis de mettre à jour les facteurs spend-based en lien avec les données de BAFU 2025 et des données de marché plus à jour. Ce qui est nouveau, c'est que l'affectation au scope s'effectue de manière automatique. Donc, les données sont remplies par thème, puis les bons scopes sont alloués pour chacune de ces données. Et il y a aussi la possibilité dans ce nouvel outil de choisir l'approche de consolidation. Donc, dans le GHG Protocol, l'approche de consolidation, c'est un choix qui va déterminer si les biens loués en amont ou en aval font l'objet d'émissions directes ou sont plutôt considérés comme des émissions indirectes. Ensuite, toutes les émissions, elles peuvent être calculées pour les GES et les émissions biogéniques conformément au GHG Protocol. Ce qui est nouveau dans cet outil, c'est la possibilité, le calcul automatique des impacts environnementaux qui est fait selon la méthode UBP développée par Lefebvre et qui permet d'avoir une vue plus globale des impacts environnementaux de l'entreprise, pas seulement concentrée sur les gaz à effet de serre. Il y a aussi une aide qui est fournie pour certaines catégories, notamment pour les émissions indirectes, ce qui simplifie normalement la saisie des données par rapport à la version précédente. Et enfin, nous avons accompagné cet outil d'une documentation un peu plus fournie et d'instructions détaillées qui permettent de guider les utilisateurs dans l'utilisation de l'outil. Pour ce qui est des fonctionnalités principales de l'outil, donc cet outil est disponible en allemand, en français et en italien. Il permet, comme je l'ai dit, de sélectionner facilement une méthode de consolidation et il y a aussi un questionnaire a priori qui permet de définir les limites du bilan afin d'identifier quels sont les tableaux qui sont pertinents à remplir et ceux qu'on peut laisser de côté dans la saisie des données. Donc ça, c'est le troisième point. Et puis ensuite, les données de référence sont librement utilisables. Donc, elles sont facilement accessibles à travers l'outil. Ensuite, donc le calcul qui est fait par scope selon la méthode du GHG Protocol pour chacune des catégories est montré de façon transparente. Ce n'est pas à l'utilisateur de faire ces calculs-là et ils sont présentés de façon transparente. Nous présentons aussi les résultats selon les deux approches préconisées par le GHG Protocol, donc market-based, c'est-à-dire que l'on regarde les instruments de marché qui ont été achetés, donc ça concerne l'électricité. On se réfère à qu'est-ce qui a été acheté en termes de garantie d'origine. Et l'approche location-based, c'est on se réfère au mix physique qui a lieu dans la géographie qui est donnée. Donc pour cet outil, c'est la géographie suisse. Donc le calcul location-based se base sur le mix de la Suisse pour le calcul des impacts de l'électricité. Et enfin, comme je l'ai dit, ce fichier Excel, il peut être déverrouillé pour être adapté à n'importe quel besoin. Maintenant, je vais passer à une démonstration de l'outil. Donc, quand vous ouvrez l'outil, ça ressemble à ça. Vous pouvez changer tout de suite la langue
pour le français. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous remplissez l'outil dans une langue dans les prochaines feuilles et que vous changez de langue ensuite, ça ne va pas casser les calculs, mais les données qui ont été saisies, elles vont rester dans la langue d'origine. Donc, c'est mieux de choisir la langue au début. Normalement, ce n'est pas un problème, mais pour certaines personnes, peut-être que ça peut arriver, donc je le mentionne. Vous avez une description de l'outil et une présentation de la structure. Donc, il y a une première feuille avec un questionnaire, comme je l'ai dit, qui permet d'identifier le périmètre de l'entreprise qui est pertinent et donc quels champs de saisie vont être ensuite nécessaires pour pouvoir calculer l'impact de l'entreprise. Il y a une deuxième feuille qui s'appelle Data Inputs qui est nécessaire pour remplir toutes les données, donc ça se fait sur une seule feuille maintenant, et ça se fait par catégorie et non plus par scope. Dans la feuille de calcul, 3 Calculation, vous avez donc le détail de chacune des entrées, leur facteur d'impact associé et donc les émissions calculées. Et la quatrième feuille, Dashboard, elle vient mettre tout ça ensemble, calculer les impacts totaux, présenter les résultats selon chaque approche pour chaque facteur d'émission, et elle présente quelques visualisations également. Enfin, il y a une dernière feuille qui s'appelle Background Data qui vient présenter tous les facteurs d'émission disponibles et identifier ceux qui sont utilisés dans l'outil effectivement. Donc cette première feuille de General Inputs, elle permet de renseigner les informations générales sur l'entreprise. Il y a un petit peu de documentation que vous pouvez faire pour vous. Donc rentrer un exemple d'entreprise. Donc mettons vous êtes une entreprise de clous. Voilà, vous appelez Clous SA. Vous rentrez les données pour l'année 2025 et vous pouvez décrire brièvement, donc par exemple, site à l'étranger exclu du périmètre. Ça permet de garder une trace de ce qui a été fait dans le calcul. Ensuite, vous avez ce questionnaire donc, qui vient poser des questions pour savoir qu'est-ce qui va être pertinent ensuite. Comme on l'a dit, il y a une des questions qui s'apparente à l'approche de consolidation. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous choisissez l'approche de contrôle opérationnel, ce qui vient en fait définir qu'on n'a pas besoin de connaître le type de bail que vous avez dans votre entreprise pour les biens loués, parce que c'est pas pertinent pour cette approche. Vous pouvez continuer de répondre ce questionnaire comme suit. Donc, par exemple, si vous décidez de ne pas inclure les émissions du scope 3, vous verrez que dans la feuille Data Input, il y a un certain nombre de catégories qui vont être grisées parce que dans votre cas, ce n'est pas quelque chose que vous allez remplir et évaluer. Donc, voilà. Maintenant, si on passe à la feuille General Data Inputs, on peut voir, donc, comme on l'a dit, la rentrée des données par type d'activité. Donc, en premier lieu, par exemple, on va regarder tout ce qui est combustion stationnaire. Et là, on va venir faire une distinction entre ce qui est de la consommation propre sur site, ce qui est de la consommation propre mais à distance, par exemple, le chauffage à distance. Il y a une nouvelle donnée qui a été rentrée dans cet outil pour l'utilisation de vapeur qui peut être pertinente pour certaines entreprises. Les actifs qui sont loués en amont, et ceux qui sont loués en aval. Donc, on vient rentrer toutes les combustions stationnaires dans cette première catégorie et c'est en fonction de ce qu'on a mis dans General Inputs que la catégorisation dans chacun des scopes va être faite ensuite. Donc, pour rentrer les données, on peut utiliser le menu déroulant, rentrer effectivement un certain nombre de choses. Vous avez la possibilité soit de rentrer directement une quantité en litres, mais aussi, si vous le souhaitez, directement en mégajoules en fonction de ce que vous avez à disposition. Donc ici, si on veut rentrer des données directement en mégajoules, on peut aussi le faire et le calcul s'adaptera. Vous avez la possibilité de prendre des notes pour expliquer si vous avez transformé vos données ou non. Et une fois que vous avez terminé de remplir les données, vous pouvez cocher cette case qui va venir mettre en vert, ce qui vous permettra plus facilement, en passant à travers l'outil, de voir ce qui reste encore et ce qui vous permettra aussi dans le menu déroulant en haut. Donc, une fois que vous avez rentré toutes les données du menu combustion stationnaire, ça s'affiche en vert et qui vous permet de voir du coup dans la table des matières qu'est-ce qui reste encore à remplir. Donc, de manière générale, les champs orange sont des champs qui sont à évaluer. Ils sont mis en vert une fois qu'ils sont bons et pour la table des matières, on voit en rouge ce qui est nécessaire de remplir ou non. Je vais vous montrer un exemple. Donc, une fois que l'outil est rempli,
pour qu'on puisse aller plus vite et puis avancer sur les autres espaces. Donc, on a parlé de la combustion stationnaire. Là, vous avez par exemple un exemple d'une entreprise où les processus ne sont pas pertinents, donc il n'y a pas d'émission directe de gaz à effet de serre dans cette entreprise de clous. Donc, la case est grisée, ce n'est pas à remplir. Pour ce qui est des émissions fugitives, on demande de rentrer les données directement dans une unité en kilogrammes par type de gaz à effet de serre. Il y a dans le manuel d'utilisation, on renvoie vers un lien vers le GHG protocole pour estimer les pertes qu'il peut y avoir des différentes infrastructures en lien avec ces émissions fugitives. On vous transmettra aussi le lien dans le chat juste après. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on a le calcul final qui est montré, mais qu'il y a des calculs qui sont à faire en amont pour pouvoir remplir ces données ici. Pour ce qui est de la flotte, vous avez plusieurs possibilités. Donc, si vous savez quel type de véhicule a consommé quelle quantité d'essence ou de carburant, vous pouvez rentrer ici directement donc ces informations, par exemple le type de voiture et puis la quantité de carburant consommé. Si jamais vous avez juste la quantité de carburant consommé mais pas le type de voiture, vous pouvez rentrer ça ici. De manière plus générale, ça sera moins précis. Et enfin, il est aussi possible, si vous avez peu d'informations, de rentrer pour des moyennes de la flotte, des distances parcourues en véhicule pour vos propres véhicules. Et l'outil se charge de faire une conversion basée avec les données que nous avons dans la base de données BAFU 2025 pour convertir ça en consommation de carburant. Ensuite, nous avons ce qui se rapporte à l'électricité. Donc, pour l'électricité, vous pouvez séparer l'électricité achetée sans garantie d'origine et avec garantie d'origine. Dans cet outil, on utilise une méthode spécifique qui considère uniquement les garanties d'origine suisses. Ça, c'est dû à plusieurs choses. Donc, en fait, selon le GHG protocole, l'approche market-based, elle permet de prendre en compte les achats d'électricité provenant de sources spécifiques, à condition que ceux-ci soient associés à des instruments contractuels au sein d'un même marché. Or, en Suisse, les garanties d'origine délivrées ne sont pas reconnues en Europe, ce qui conduit à l'existence d'un marché distinct pour la Suisse. De ce fait, seules les garanties d'origine suisse doivent être prises en compte dans l'outil lors de la saisie des données spécifiques par source dans l'outil. Et cette méthode, elle est également conforme avec la recommandation qui est faite dans la directive sur l'article 5 de la loi climat. L'utilisateur il devra alors se renseigner auprès de son fournisseur d'électricité afin d'identifier la part des garanties d'origine suisse par source dans le mix qu'il a acheté auprès de son fournisseur. C'est ensuite des données que vous pouvez indiquer ici, donc uniquement les garanties d'origine suisse. Et le calcul, donc location-based et market-based que j'ai décrit avant, il sera fait ultérieurement. Ensuite, nous avons la catégorie biens et services achetés. Pour cette catégorie, nous proposons deux approches qui peuvent être utilisées de manière complémentaire ou séparée. Si elles sont utilisées de manière complémentaire, il faut juste faire attention à éviter les doubles comptages. Donc, l'approche basée sur les dépenses, pour laquelle vous pouvez renseigner des secteurs d'activité et des dépenses en francs suisses. Et une approche basée sur la quantité, pour laquelle vous pouvez renseigner donc typiquement des matériaux. Donc ici, on regarde le bois, puis une deuxième catégorie, donc différents types de bois. Et enfin, parfois, une troisième catégorie. Ici, il n'y en a pas en l'occurrence, mais en plus haut, il y en a eu. Et donc ça, c'est une présélection que nous avons fait sur la base de données BAFU 2025. Il y a plus de données disponibles dans BAFU 2025. Ici, nous avons représenté les données les plus courantes au sein des entreprises, les matériaux les plus courants. Les données utilisées pour les facteurs spend-based, elles proviennent d'une étude qui vient d'être mise à jour sur l'impact environnemental de la Suisse et elle se base également sur la base de données BAFU 2025. Donc, les sources de données sont concordantes. Enfin, je voulais juste vous montrer le calcul qui peut être fait pour les trajets pendulaires. Donc, pour les trajets pendulaires, on propose également deux approches. La première qui est une approche simplifiée,
elle permet de juste rentrer le nombre d'équivalents temps plein qu'il y a dans l'entreprise. Et sur la base des statistiques de l'OFS et des études de mobilité en Suisse, on a calculé l'impact moyen d'un trajet pendulaire pour une personne suisse. Il est aussi possible, et ça c'est un choix qui peut être fait dans General Inputs, de vouloir rentrer des données plus spécifiques soi-même par type de véhicule. Et ça peut être fait dans ce tableau qui est actuellement grisé et qui serait alors à remplir. Donc voilà pour ces données à rentrer. Il y a d'autres catégories que vous pouvez voir en allant à travers l'outil. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a dans la feuille de calcul. Donc, quand vous arrivez dans la feuille de calcul, vous avez là une séparation qui est faite par scope, donc scope 1, scope 2, ici, puis scope 3. Et ça vous permet de voir donc qu'est-ce qui est considéré de ce qui est rempli dans la première feuille dans chacun des scopes. Donc, en l'occurrence, ici, on a la combustion stationnaire directe. Et ce qu'on voit, typiquement pour le scope 2, c'est aussi le détail des calculs market-based et location-based pour les données qui sont rentrées. Donc voilà, et ce qu'on voit aussi, c'est le choix des facteurs d'émission qui est fait pour chacune de ces sources et les résultats pour les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 biogénique et donc les UBP, les éco-points selon la méthode UBP. Toutes ces données-là dans ces grands tableaux de la feuille calculation pour laquelle vous n'avez rien à remplir, elles sont compilées dans cette dernière feuille dashboard. Dans cette dernière feuille dashboard, vous avez effectivement le market-based qui intègre les garanties d'origine suisse. Donc, par exemple, nous avions une part d'hydraulique dans nos données, donc elles sont considérées ici. Et des données et le résultat location-based, donc qui considère pour l'électricité un mix de consommation moyen de la Suisse. Donc là, par exemple, l'entreprise, elle émet pour l'année 2025 421 tonnes selon l'approche market-based et 1524 tonnes selon l'approche location-based. Et ici, vous avez le détail pour chacun des 3 scopes. On présente aussi des résultats graphiques. Donc ici, une séparation entre les scopes 1, 2 et 3. Et pour le scope 3, un détail de chacune des catégories selon le JHG protocole, donc les biens et services achetés, biens d'équipement, etc. etc. Enfin, vous avez une dernière feuille background data qui vous montre effectivement toutes les données disponibles. Vous pouvez venir les filtrer et vous renseigner sur toutes les données qui sont utilisées et les facteurs d'émission utilisés. Donc voilà, avec ceci, j'ai terminé ma présentation. Nous pouvons passer à la réponse aux différentes questions. Merci à tous. Oui, merci Marine et Paul. Je vais poser la première question. Est-ce que les facteurs d'émission sont en cohérence avec ceux des éco-bilans de la KBOP, notamment pour l'électricité utilisée par la CIA? Alors oui, CIA. les données d'éco-bilan proviennent de BAFO 2025. C'est aussi les données qui sont utilisées pour la KBOB. Maybe quickly to jump in, Marine, in English. And I mean, yes, in general, it's the same background database, but the KBOB data is currently being updated with the BAFO 2025. So right now, if you go to the list, the values will not be based on the exact same data, but within a year, the data should be the same. Oui, merci Lucien. Donc effectivement, pour traduire, les données de la KBOB qui sont disponibles actuellement sont effectivement basées sur aussi une version antérieure de BAFO 2025. Et il y a un processus d'actualisation qui est en cours actuellement et pour ça, on a effectivement besoin de plusieurs mois pour que les données soient alignées. Très bien, merci. La prochaine question. Le manuel d'utilisation sera-t-il bientôt disponible en français? Je ne sais pas, Paul, pour l'instant, ce n'est pas prévu. À terme, c'est le but. C'est difficile de promettre une date aujourd'hui, mais c'est prévu. OK. Et la prochaine question, y aura-t-il à terme une possibilité de
une entreprise multisite qui souhaite ensuite analyser ses émissions par site et de manière non agrégée sur le dashboard. Dès lors, la possibilité d'entrer des données en les associations à une adresse, par exemple. Oui, donc effectivement, l'outil, il est pour l'instant avec une structure simple. C'est un choix de notre part parce qu'on ne veut aussi pas se substituer au travail de consolidation et au travail à des outils plus complexes qui pourraient être disponibles sur le marché. Le but vraiment de cet outil, c'est de mettre à disposition les facteurs d'émission que nous, on a rendus disponibles. Donc, c'est pas prévu que nous intégrions des choses complexes multisites, mais par contre, vous pouvez remplir plusieurs fois l'outil ou alors dupliquer les feuilles dans l'outil, puis générer des calculs spécifiques par rapport à la structure que vous souhaitez mettre en place. Donc, l'outil est modifiable pour répondre à ces besoins. Il n'est pas prévu que l'on change la complexité de l'outil pour pouvoir répondre à ça. C'est un choix délibéré qui a été fait pour s'assurer de la simplicité du remplissage de l'outil pour les petites et moyennes entreprises. Très bien. Alors, la prochaine question, est-ce que cet outil permet d'intégrer les déductions relatives à la valorisation d'énergie dans le UIOM, production de chaleur, électricité et récupération des métaux selon convention ASCED, afin de calculer les émissions nettes dans le cadre des feuilles de route ZeroNet et éventuellement d'autres déductions? Je relis la question. Actuellement, le calcul aussi dans le... Donc, actuellement, le calcul qui est fait pour les... Je relis juste la question. En fait, je suis pas sûre. Donc, en fait, ce qui est fait, excusez-moi, dans l'outil, et aussi dans Bafou 2025 et aussi dans la KBOB, c'est de allouer les gains, enfin les impacts du traitement des déchets, soit au producteur du déchet, soit à la personne qui utilise la chaleur. Donc, la position que nous avons prise, c'est l'allocation des impacts au générateur des déchets, ce qui fait que pour l'utilisateur de la chaleur arrive sans l'impact de l'incinération des déchets. C'est pas vraiment un gain, c'est plus une allocation qui est faite entre la fin de vie précédente et l'utilisation énergétique. Je ne sais pas si, Paul, tu vois des éléments supplémentaires dans cette question. Non, c'est vrai que c'est une question un peu brûlante. Ce que je peux ajouter, c'est que toute la comptabilisation de ces émissions, comment dire, les recommandations et les règles pour le faire sont aussi en constante évolution et de toute façon, il est prévu que l'outil dans ses développements futurs permette d'intégrer tout ce qui sera nouvellement défini à ce sujet. Ou bien est-ce que ça... C'est toujours possible de nous contacter pour des questions un peu plus spécifiques si jamais on n'a pas répondu exactement à votre question. Très bien, merci. Alors, la prochaine question, si j'ai bien compris, nous pouvons adapter l'outil. Comment peut-on entrer des facteurs d'émission complémentaires, comme par exemple des informations issues d'une EPD de notre fournisseur? Oui, effectivement, c'est possible. Nous, on l'a pas, on l'a pas proposé comme facilement implémentable parce que c'est quelque chose que généralement on recommande pas de faire. Quand on a une EPD, il faut s'assurer du périmètre et que le périmètre soit le même que les autres facteurs que nous avons dans la base de données. Il faut aussi s'assurer que les données de fond, elles soient au moins partiellement compatibles avec les données de fond qui sont dans dans l'outil. Donc, typiquement sur les mix électriques, il peut y avoir de grosses différences et ça peut générer, enfin, vous pouvez observer de grosses réductions en passant de données de Bafou 2025 à des données fournisseurs qui ne sont pas forcément liées à des améliorations réelles, mais plutôt à des changements dans les hypothèses qui sont faites ou dans les données de fond. Si toutefois vous souhaitez le faire, il est possible en fait, soit, je pense que c'est un petit peu long d'expliquer maintenant, mais il serait possible de changer soit donc à travers les listes,
que vous avez ici. Tac. Donc, pour ce qui est... Ah oui, non, je ne peux pas le faire ici, pardon. Excusez-moi. Pour ce qui est du scope 3 points, nous avons toute une feuille avec des listes qui est pas très belle parce que c'est une feuille qui est cachée normalement et que vous pourriez alimenter avec vos données. Il faudrait ensuite s'assurer que cela soit sélectionnable dans les feuilles Data Inputs. Vous pouvez aussi ajouter des choses à la main dans Data Inputs ou dans Calculation, donc directement intervenir dans les cellules ici pour venir mettre le bon facteur d'émission. Donc, suivant le niveau d'intégration dynamique que vous avez besoin, vous pouvez plus ou moins modifier l'outil, mais il y a aussi des solutions quick and dirty où vous remplacez manuellement les chiffres dans l'outil qui sont possibles. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une option qu'on favorise parce que les données EPD peuvent beaucoup varier en termes de périmètre et de type d'analyse des données qui sont déjà implémentées donc de BAFU 2025. Maybe I can add, Marine. First, I mean, the most ideal data from a supplier would be a KBOB dataset. And we're also currently working on making KBOB EPD transformation of datasets easier. So keep a lookout for that. And also the other on the implementation in the tool. I mean, there is the developer manual, which we can recommend to look into, where the functionality of the tool from the flow of data, where you edit what and where things come from, like just the lists that Marine showed and how this is used. You can find this in the developer manual. There's a one graph that shows the whole overview, which helps you to find out where do I best place it. Merci Lucien. Donc oui, pour traduire, effectivement, ce qui est idéal par rapport à ces données fournisseurs, ce serait d'avoir des données en lien avec la KBOB, donc dans le système KBOB. Ces données-là, elles seraient effectivement en conformité avec les périmètres et les données que nous, on utilise là dans cet outil. Dans ce projet, en lien avec ce travail d'actualisation de la KBOB, nous visons également à ce que les données fournisseurs conformes à la KBOB puissent aussi être facilement transcrites en données EPD, donc ce qui permettrait évidemment de résoudre le problème que j'ai mentionné juste avant. Et enfin, effectivement, dans le Developer Manual, on décrit bien comment est structuré l'outil, comment se répondent chacune des parties, et donc bien lire ce rapport permettrait d'identifier le meilleur endroit où modifier les données pour rentrer des données fournisseurs spécifiques. Très bien. Alors, la prochaine question, c'est pour Marine. Pour les facteurs transport, est-ce qu'ils sont alignés avec les facteurs MobiTool? Oui, merci pour la question. Donc, effectivement, la mise à jour qui a été faite dans le secteur des transports l'année passée, elle s'assurait l'intégration des modèles MobiTool dans la base de données BAFU 2025. Maintenant, il y a quelques différences qui peuvent être observées entre les données MobiTool disponibles actuellement et les données BAFU 2025, parce qu'on a fait ces autres mises à jour, notamment sur le mix électrique, comme je l'ai mentionné. Donc, les méthodologies et les modèles sont similaires. Les facteurs d'impact peuvent être amenés à varier du fait de l'implémentation pour chacun des usages. Il y a aussi une mise à jour qui devrait être prochainement faite pour les facteurs MobiTool afin que ces données soient alignées. Et notamment, sauf erreur, maintenant, je suis plus sûre, mais nous, on utilise pour l'aviation, il y a un sujet important qui est le facteur de radiation, le RFI. Dans l'implémentation pour l'outil, là, on utilise un RFI de 3. Il est possible que ce soit un RFI différent qui soit utilisé dans MobiTool. C'est une information à vérifier. Très bien, merci. Et puis la prochaine question, c'est pour Paul. Est-ce qu'il sera nécessaire d'utiliser l'outil pour les demandes de subvention? Quelles sont les obligations en ce sens? Alors, l'utilisation de l'outil n'est pas obligatoire, en fait. Ce qui est obligatoire, c'est de fournir une feuille de route qui est basée sur un bilan qui soit établi sur des données, des hypothèses qui soient vérifiables et transparentes. Donc, l'outil, en fait, il est mis à disposition. Comme il intègre effectivement la régulation suisse, les principes du GHG protocole pertinents, etc., c'est une façon de vérifier finalement que le bilan répond
répond bien à ces exigences, c'est pas obligatoire. Peut-être que je peux aussi signaler que l'OFEV a mis en ligne une aide à la mise en œuvre concernant la loi sur la concurrence déloyale qui définit en fait l'utilisation de termes et de standards, de méthodes en lien avec le climat, et que c'est vraiment légalement, dès qu'on fait un rapport, donc y compris sur son bilan en tant qu'entreprise, on est vraiment contraint d'utiliser des méthodes qui soient transparentes et vérifiables. Donc c'est ce que l'outil permet de faire. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi possible d'utiliser les données de l'outil, de les transférer dans un autre. Ça, c'est également possible. Et puis enfin, j'ajouterais que l'utilisation des données en background, en arrière-plan de cet outil permet aussi d'avoir des données qui sont tout à fait transparentes, ce que n'offrent pas en général les autres bases de données ou les autres outils. Très bien, merci Paul. Et puis la prochaine question, c'est pour Marine. Il est difficile pour une entreprise de connaître le niveau des pertes annuelles de gaz refroidissants dans un système de climatisation. Est-ce qu'il y a un pourcentage moyen de pertes qui peut être utilisé? Oui, donc effectivement, c'est soit vous savez combien de gaz vous avez acheté pour re-remplir vos machines, ce qui vous donne une estimation des pertes qu'il y a eu dans l'année. Sinon, il y a effectivement une guideline du GHG Protocol qui est aussi indiquée dans l'user manual que Lucien devrait repartager dans les chats si on arrive, et qui permet effectivement d'avoir une table avec les différents pourcentages de pertes pour chaque type de device. Donc, nous, on se réfère à ces guidelines-là. Merci, Lucien. Très bien. Et puis la prochaine question, c'est aussi pour Marine. Comment est-ce que le numérique est-il considéré de ce calcul d'empreinte, équipement informatique, etc.? Merci. Donc, actuellement, il est effectivement possible de rentrer tout ce qui est hardware, donc les ordinateurs, si l'entreprise a des serveurs, etc. Donc, dans la base de données Bafou 2025, nous avons des données hardware qui sont implémentées dans l'outil. Pour tout ce qui est donc plus IA, cloud, etc., cet outil se base vraiment sur le périmètre du GHG Protocol et donc c'est pas forcément aussi exhaustif que pourrait l'être un bilan de tout l'impact informatique de l'entreprise. On regarde pas aussi loin que les consommations indirectes, enfin les consommations externes d'électricité. Prochaine question, c'est aussi pour toi, Marine. Cet outil et ses résultats sont-ils officiellement reconnus par les cantons? Ou bien c'est une question pour Paul. On met juste à disposition cet outil, notamment pour les données. Nous, notre ligne, c'est vraiment le GHG Protocol. Il y a des standards ou des accords qui sont en train d'être trouvés dans les cantons pour le calcul des émissions. C'est pas, nous ne pouvons pas nous assurer que tout soit exactement rempli. On essaye de se coordonner au maximum avec les différents organismes, mais c'est pas quelque chose que je peux dire pour sûr que c'est aligné. Je pense, si je peux ajouter, en termes de méthodologie, les risques et vraiment des divergences sont faibles puisqu'on applique les mêmes bases. Là où il peut y avoir des différences, c'est pour ce serait concernant des exigences qui sont spécifiques, en fait, qui sont plus contraignantes et auquel cas il faudrait en tenir compte. Mais il est absolument pas du tout probable qu'il y ait des divergences importantes, notamment en termes de méthodologie. Très bien. La prochaine question, c'est donc la méthode reverse cut-off qui est appliquée pour les incinérations des déchets.
Donc, pour l'incinération des déchets, on sait qu'effectivement que le GJ Protocol recommande que les impacts de l'incinération soient considérés pour le consommateur d'énergie. Historiquement, on a pris une position différente à l'Office fédéral de l'environnement. C'est simplement une recommandation du GJ Protocol, donc on reste conforme en appliquant cette méthode où effectivement nous comptons les impacts que à la fin de vie. C'est possible que ce soit une règle qui change et que la base de données change aussi de manière concordante. Pour l'instant, c'est cette méthode-là d'allocation que nous utilisons effectivement. Bien, la prochaine question, sauf erreur, au niveau de l'alimentation, il n'y a pas encore beaucoup. On n'a pas, par exemple, rien trouvé pour la viande. Est-ce que c'est prévu de l'efforter prochainement? Oui, tout à fait. Merci pour la question. Donc, effectivement, la base de données Bafou 2025 est très maigre en ce qui concerne les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a effectivement des gros travaux que nous sommes en train de mener pour avoir des données pour ce secteur-là qui soient plus complètes, plus précises, plus à jour. Les échelles de temps qu'on a besoin pour que ce soit implémenté dans l'outil, c'est un peu difficile à dire. Je pense qu'on parle quand même de plusieurs mois, une année, voilà. Donc oui, c'est prévu, ce ne sera pas tout de suite et je ne suis pas en mesure de donner une timeline claire à ce stade. Bien, la prochaine question. Est-ce que pour le calcul des émissions de transport, l'outil utilise que PKM, TKM, pardon, personne transporte pour kilomètre, tonnes transport pour kilomètre, ou bien aussi les kilomètres par véhicule? Alors, normalement, je peux vérifier, mais en fait, pour ce qui est pour ce qui est du transport de personnes, on utilise les données plutôt en véhicule kilomètre. Et pour le transport de marchandises, on se réfère effectivement aux tonnes kilomètres transportées. Donc, dans les catégories du scope 3 liées au transport, on utilise plutôt les tonnes kilomètres. Vous avez les facteurs de conversion aussi pour ça dans la base de données Bafou 2025, voire dans le fichier Energy Splits. Mais si vous avez des données en véhicule kilomètre, c'est plutôt que vous êtes sur vos véhicules à vous. Et du coup, là, pour ce qui est effectivement des véhicules propres, il est possible de renseigner des véhicules kilomètres. Est-ce que la mise à disposition de cet outil sous-entend qu'une obligation de bilan carbone pour les entreprises doit être anticipée pour les prochaines années? Alors, la mise à disposition de cet outil, elle est en lien avec l'application des bases légales actuelles, donc la LCL. C'est donc, comme nous vous l'avons dit, une mise à disposition, non une obligation. C'est légalement prévu dans la LCL que la Confédération mette à disposition des bases, des aides. C'est ce que nous faisons et du coup, la mise à disposition de cet outil, en conclusion, ne saurait en rien présager de l'évolution future du cadre légal. Puis la prochaine question, si cela n'a pas déjà été demandé, quelle est la méthode de calcul de perte de réseau imputable à la production d'énergie autoproduite? Ça n'a pas déjà été demandé. Et c'est très pointu. I'm not sure, Lucien, what you think. De mon côté, donc je dirais qu'effectivement, l'outil actuellement ne prend pas en compte des pertes qu'il pourrait y avoir. Donc, si vous êtes dans de l'autoproduction, ce que ça fait pour le bilan carbone, c'est qu'une année, vous allez acheter vos moyens d'autoproduction, puis les autres années, vous allez juste avoir des consommations d'électricité réduites. Maintenant, je me demande s'il y a effectivement des données sur les pertes réseau dans la base de données Bafou 2025. Et donc, pour moi, il s'agirait effectivement de retravailler les données de Bafou 2025, mais on n'a pas d'approche claire ni de méthodologie vraiment très détaillée en lien avec ça dans l'outil. Did you want me to add something, Marine? Sorry. It's okay, up to you.
It's about the losses, or sorry. The losses, but for Eigenproduktion. So what would you want me to speak on exactly? It's okay. Sorry. If you don't want to comment back. No, I think it's fine. It's fine. Ok, ça c'était la dernière question dans les chats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question? Ah, je vois qu'il entre déjà une. Ah oui, une question sur EcoInvent. La question c'est la base de... Oh, si tu veux. Oui, je peux directement répondre. Donc, la base de données BAFU 2025 se base-t-elle sur EcoInvent, en particulier pour les données Scope 3? Donc, non, la base de données BAFU 2025, c'est pas une base de données, c'est vraiment une base de données de fond que nous utilisons pour les émissions Scope 1, 2, 3. Les données de BAFU 2025 proviennent de projets que nous avons financés à l'Office fédéral de l'environnement et à d'autres offices. Elle a donc été actualisée ces 10 dernières années. J'ai notamment mentionné les actualisations qui ont eu lieu l'année dernière. Donc, nous conduisons nos propres projets pour mettre à jour cette base de données et pour avoir des facteurs d'émission libres d'accès que nous pouvons utiliser à la Confédération, notamment pour ce genre d'outils. Donc, il n'y a pas de lien avec EcoInvent, non. Très bien. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Ah, je vois qu'il y a encore une question. Là, je vois qu'on rentre dans les questions très spécifiques. Que tu veux répondre directement, Marine? Comme ça, à froid, c'est un peu difficile de rebondir sur des chiffres. En général, on s'est assuré de la conformité, enfin, en tout cas, d'une proximité avec les données de l'AES. Il faut s'assurer que les périmètres soient les mêmes. Donc, dans l'outil, vous pourrez trouver des chiffres avec ou sans les pertes. Et aussi, quand on regarde des sources, donc le mix moyen, il est effectivement calculé à partir d'une méthodologie qu'on a qui est propre, qui est décrite dans nos rapports dans la base de données BAFU 2025, bien sûr, mais qui est spécifique à notre implémentation. L'AES, ils ont une autre méthodologie pour calculer le mix moyen. Il faut regarder l'année de référence pour expliquer les différences. Je pense que ça vaut le coup, si vous avez des questions spécifiques à ça, de regarder un petit peu plus en détail. Si la documentation ne vous permet pas de comprendre et d'expliquer ces différences, vous pouvez alors nous écrire sur la mailing list lca@bafu.admin.ch. Maybe one thing to mention, Marine, because the number of 82 grams was now mentioned. Please pay attention that there's different values in the background data for including and excluding transmission and distribution losses. I don't know if you mentioned. Oui, en effet. Donc, il y a effectivement plusieurs lignes dans la feuille background data pour les émissions directes et indirectes. Et effectivement, avec et sans les pertes. Donc, il faut bien faire attention. S'il y a une lecture qui n'est pas claire, vous pouvez aussi nous demander, mais le plus simple, c'est de passer par mail. Ouais. Donc, je vois juste une dernière question là qui arrive. Comme a dit Félix au début de webinaire, les slides et aussi cet échange, ils seront disponibles ensuite en ligne. Donc, si vous voulez retrouver les réponses que nous avons apportées, vous pourrez revisionner cet échange en ligne sur le site web de Itinero. Très bien, merci Marine. Donc, je dirais que nous sommes maintenant arrivés à la fin du webinaire. Un grand merci pour votre participation et vos questions. Et puis, si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment par email à mail@itinero.info. Je remercie à Paul, Marine et Lucien pour leur contribution et leurs réponses. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous, au revoir.